Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, une émission d'interview comme on en fait régulièrement avec deux experts que vous connaissez si vous nous faites l'honneur de nous regarder régulièrement. Éric Saint-Frison pour l'automobile. Je réfléchissais, je crois que c'est le secteur, mais le seul, peut-être voyage d'affaires, enfin c'est évidemment pas le même impact, le seul qui vraiment soit en train de dessiner un monde d'après. Voilà. L'aéronautique, c'est franchement pas sûr, mais l'automobile, là, il y a des ruptures qui sont quand même très très importantes. Donc on va faire le point avec Éric, ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler aussi que on sera au Salon de l'Auto à la mi-octobre. On fera cette émission pendant une semaine en direct du Salon de l'Auto. Ensuite, ce qui se passe en ce moment, le choc obligataire. Et ça, c'est évidemment Jean-Pierre Petit, le cahier vert de l'économie, qui viendra discuter avec nous de ce qui se joue sur les monnaies, sur l'obligataire, les banques centrales. Il a aussi envie de parler de Poutine. Enfin bref, le grand désordre qui nous agite en ce moment. Et puis on terminera avec un entrepreneur. Vous verrez, petite surprise. Il est déjà venu d'ailleurs. Très intéressant. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on commence avec Éric Saint-Frison. Salut Éric, consultant auto. Peut-être que tu viendras nous voir d'ailleurs au Salon de l'Auto à la mi-octobre. C'est absolument certain. C'est absolument certain. Donc, mutation du marché auto. Par quoi est-ce qu'on peut commencer pour raconter ce qui est en train de se passer dans ton secteur ? En fait, en sachant que je venais sur ton plateau ce matin, j'ai ouvert ma première newsletter d'information, que j'en lis plusieurs le matin, et je te lis juste les titres. Vas-y. C'est super intéressant. Voiture électrique, les prix de la recharge aux bornes rapides explosent. Ouais. Pénurie de pièces et de puces, les constructeurs souffrent dans toutes les régions. L'industrie auto demande à l'Europe d'accepter les carburants propres après 2035. L'industrie auto espagnole demande des mesures exceptionnelles d'assistance. Lithium, nickel, cobalt, la grande peur des pénuries de matières premières. Et sobriété énergétique, recharge déconseillée entre 8h et 13h et 18h et 20h. Ça, c'est juste pour te donner quelques titres qui parlent de l'automobile ce matin sur une newsletter. On est dans une phase dans laquelle il n'y a pas un secteur, pas un élément. Ça tourne beaucoup autour de l'électrique, tous tes titres quand même, parce que lithium, cobalt, etc. et tout, c'est des sujets électriques, on est d'accord. C'est difficile de faire autrement, puisque on nous a dit qu'il fallait qu'on soit tout électrique en 2035, et donc l'armée de l'automobile doit s'organiser autour de cette électrification. Donc pour aller à l'électrification, il faut faire tout un tas de choses, dont certaines sont couvertes sur ces sujets, et qui posent tout un tas de problèmes pour lesquels personne n'a de réponse. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Donc, explosion des prix de la recharge. Oui, c'est explosion des prix de l'électricité. Oui. On avait sous-estimé sans doute, parce que sans doute on va redescendre un jour sur les prix de l'électricité, mais pas à 45 € le mégawattheure. Ce sera de toute façon plus près des 100 que des 45 € le mégawattheure. Ça, c'est sûr. Et 100, c'est plus cher qu'aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, tu payes sur un superchargeur Tesla ton kilowatt à 79 centimes. Il vient d'augmenter, il était à 46 l'été dernier quand même, c'est ce qu'on peut appeler un beau gap. Ouais. Si on monte à 100 ou à 1 euro le kilowatt, le coût d'usage de ta voiture électrique, à comparer à une voiture diesel, va devenir super intéressant parce que... Mais oui, mais tu peux plus regarder les choses comme ça, Éric, on est d'accord. Oui, mais alors, je vais les prendre autrement. Ta voiture électrique qui te permet de prendre la route, elle coûte très cher. Elle n'est pas accessible à la majorité des Français. Certes. Le prix de la voiture devient un problème. Ouais. On en reparlera peut-être juste après. Ouais, absolument. Si le prix de la voiture est élevé et le prix de l'énergie est élevé, ça veut dire que la voiture électrique, elle n'est pas faite pour le citoyen lambda. Elle est faite pour une catégorie de gens qui peuvent s'offrir ce genre de choses. Peut-être les mêmes que ceux qui volent en jet. Ou alors... et je ne sais pas où on en est. Tu mets en place une formule de leasing, alors c'est en partie ton métier, tu mets en place une formule de leasing massif pour permettre à tout le monde, avec une garantie d'État, pour permettre à tout le monde de vivre en voiture électrique. Ça veut dire que l'automobile devient un produit fourni par l'État aux citoyens, d'une façon ou d'une autre, en propriété ou en partage, quand il en a besoin, mais c'est une nouvelle économie qui se construit autour de l'usage de la voiture et plus sa possession. Ça ne va pas être simple de construire cette économie au niveau mondial. On peut l'imaginer dans un marché français ou un oui, mais alors là, rien n'est simple au niveau mondial. Ça, c'est encore plus compliqué, parce que avant qu'on installe des bornes ou des systèmes de recharge ou des leasing dans des continents entiers, il va passer de l'eau sous les ponts. Je ne serai plus là pour en parler sur ton plateau, Stéphane. Non, mais à l'échelle d'un pays, ça peut se faire.
Ça peut se faire à l'échelle d'un pays, mais tu ne développes pas une économie à l'échelle d'un pays. Le leasing dont tu parles, et dont parle le gouvernement aujourd'hui, j'en sais rien, tu prends euros, je dis n'importe, quelqu'un le subventionne. Je dis n'importe quoi, je connais mal les voitures, j'en adore l'économie, mais je connais mal les modèles. Mais tu prends 208 électriques, enfin tu prends les petits modèles électriques que font Peugeot d'un côté et Renault de l'autre. On va laisser peser, enfin tout va bien, tu les montes en volume et puis ça roule. Sauf que ces voitures-là valent déjà entre 35 et 50% plus cher que les voitures thermiques de la même catégorie d'il y a 5 ans. Donc on est même sur ces voitures-là dans des coûts d'acquisition qui sont extraordinairement élevés. Ben oui, mais c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Alors c'est pas cher. Tu te souviens de la formule? Oui, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Un chiffre que m'a donné un distributeur d'une marque française très connue avec un lion sur le logo, qui m'a dit il y a 2 ans, le prix moyen des voitures dans mon showroom c'était 22 000 €, en ce moment c'est 30 000. Alors voilà. Alors ça, c'est la grande mutation dont ta newsletter ne parle pas, mais qui est sans doute le truc le plus fondamental. En ce moment, la voiture est en train de devenir un produit de luxe. Oui, complètement, elle l'est. Objectivement, elle l'est. Il y a 10 ans, le prix moyen d'une voiture neuve était aux alentours de 17 ou 18 000 €. Il est monté dans les 23 24 000 € l'année dernière, et là, on est en train de le voir arriver à 30 000. Donc, la montée en puissance du prix des voitures, donc de l'inaccessibilité pour le commun des consommateurs, est quelque chose de phénoménal et d'extrêmement dangereux. Et ça va avoir des conséquences sur la façon de consommer quel type de voiture. Est-ce que je fais de la voiture d'occasion ou de la voiture neuve? En fonction de mes moyens, je vais choisir. Pourquoi tu dis dangereux? Alors, juste, disons-le, c'est pas un danger pour les constructeurs, pas du tout, bien au contraire. Ils se sont jamais aussi bien portés. Je produis moins, je vends moins et je gagne plus. Nouvelle équation de l'industrie auto. L'industrie du luxe, mon vieux. C'est l'industrie du luxe. Et tu dégages des marges qui sont des marges à 2 chiffres, ce que l'industrie automobile n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Jamais, et l'industrie automobile n'a jamais gagné autant d'argent qu'en 2021, c'est un record absolu, tout constructeur cumulé. Il n'y en a pas un qui perd de l'argent, c'est aussi une première dans l'histoire de l'industrie automobile, donc c'est une merveilleuse histoire 2021 pour les constructeurs. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est pérenne? Sur le premier semestre Stellantis, c'était encore durable. Oui, parce qu'on est dans la même mécanique, dans la pénurie de... Quand tu dois arbitrer, tu reçois un nombre de composants électroniques X, il est figé. Où est-ce que tu mets tes composants? Sur les voitures qui te rapportent 3% de marge, ou sur les voitures qui t'en rapportent 15? Sur les voitures qui t'en rapportent 15, je ferai comme eux, très honnêtement. Et donc le choix qui est fait, il est extrêmement rentable. Est-ce qu'il est durable le jour où les chips électroniques, les puces, seront de retour en volume sur le marché, que les constructeurs asiatiques en particulier pourront en disposer aussi massivement? Alors on verra revenir des voitures qui seront beaucoup plus abordables. Électriques sans doute, mais pas que électriques. Et tu penses que les constructeurs européens à ce moment-là auront perdu le savoir-faire? Enfin, Volkswagen va toujours savoir faire des Golf, ils vont pas... Oui. C'est pas parce qu'ils arrêtent pendant un petit moment, puis je sais pas s'ils arrêtent les Golf d'ailleurs, des Punto. Non. C'est pas... Non, les Golf. Ils savent faire, ils ont toujours su faire. Il n'y a aucun doute, ils sauront faire des voitures de tout type et de toute taille et de tout format. Est-ce qu'on aura encore l'outil pour le faire? La question, elle peut se poser, parce que l'utilisation des usines aujourd'hui en Europe, c'est 60%, le taux d'utilisation. Environ 60% des capacités sont utilisées, 40% non. La norme habituelle, c'est 75 à 80. Et au-dessus de 80, t'es bien. Donc on est très en dessous de cette norme. Si les constructeurs décident de ne pas rouvrir ou de ne pas réétendre la production parce que c'est quelque chose qui leur rapporte des sous et qui leur permet d'être brillants en bourse, mais oui. Eh ben, ils rouvriront pas les capacités. Enfin, brillants en bourse, brillants dans leurs résultats. Et s'ils ne rouvrent pas, tu ne trouveras plus les compétences pour travailler sur les chaînes. L'arrivée de la voiture électrique, c'est la fin de la fonderie, par exemple. Ouais. Et donc s'il n'y a plus de fondeur, il n'y a plus de carter de boîte de vitesse, il n'y a plus de culasse, il n'y a plus de piston, il n'y a plus de bielle, il n'y a plus tout ça. S'il n'y a plus ces pièces-là... Enfin, il en restera quelques-uns, mais ils vont se concentrer. Oui, ou on les importera. Parce que les Asiatiques vont continuer de les faire, ces pièces-là. C'est pas l'ambiance là-dessus. Parce que je m'étais penché sur la fonderie, effectivement, il y a 18 mois. L'idée est quand même d'une concentration. On a, et notamment dans les Vosges, un outil industriel efficace, mais beaucoup trop petit, quoi. Enfin voilà, il faut concentrer tout ça. Mais oui, mais la fonderie, c'est le maréchal Ferrand, quoi. Oui, à un moment, effectivement... Oui, mais tu as raison, le maréchal Ferrand a disparu, ou quasiment disparu, quand on est passé de l'hypomobilité à l'automobilité. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute, il faut que tout ça change, mais...
Mais attends, pas parce aussi que brutalement. ton point, ça reste toujours le même, c'est tu dis, on va dans le mur avec le pari électrique. Voilà. Oui, avec on avec n'est 100% pas prêt, rien aujourd'hui n'est prêt, et ça... Et il ne faut pas y aller dans le 100%. Voilà, c'est ça. Et le temps ne fera rien à l'affaire, quoi. C'est Non. irrattrapable. Irrattrapable. En fait, la chose qui me frappe le plus, c'est l'intégrisme des gens qui veulent nous imposer l'électricité. Si on nous disait l'électrique, c'est pour l'urbain, et on va tout faire pour que, en ville, il n'y ait que ou quasiment que des véhicules électriques. Moi, Ça a je du dirais, sens. Bravo. Et à côté de ça, on développe des techniques ou des solutions en neutralité carbone absolue, carburant de synthèse, hydrogène vert, quand on sera capable de le faire à des coûts raisonnables, si on est capable de le faire. Sur les voitures, enfin, Enfin, sur les camions, sur les trains. sans doute, mais sur les voitures, c'est Ok, douteux. mais donc, hydrogène vert, oui, non. Carburant de synthèse. À condition que la neutralité carbone soit respectée. Pourquoi on s'empêcherait, on se priverait de ces technologies? Technologies qui, au demeurant, te permettent de garder une partie de l'outil industriel traditionnel, puisqu'un moteur à carburant de synthèse, ou même à hydrogène injecté, fonctionne avec les mêmes pièces qu'un moteur thermique d'aujourd'hui. Tu as dit à un moment l'automobile espagnole appelle à l'aide. Pourquoi est-ce que l'automobile espagnole a un problème Parce que, pour les mêmes raisons, les usines espagnoles qui tournent aujourd'hui au ralenti, Ah oui, c'est ça. Tout ce qui était en fait petite voiture low cost, etc. et tout. fabriquées là-bas. Tout ce qui est Oui, bah oui, petit bien modèle, sûr. principalement, vient d'Espagne. Vient d'Espagne. Des usines de Barcelone, de Valence, du nord-ouest de l'Espagne, je cherche le nom, Vigo. La Galice. Pardon, la La Galice Galice. aussi, voilà. Donc tout ça est très affecté par Ah, c'est très intéressant. l'évolution. La fermeture de certaines usines annoncées en Europe continentale par les constructeurs, dont celui que je connais bien, qui est Ford, hein, l'usine de Sarlouis, qui était une usine historique du groupe, va fermer. Parce qu'elle produisait des voitures que Ford ne veut plus vendre ou ne peut plus vendre dans le schéma de rentabilité actuel. C'est un vrai... On va vers un nombre de transformations et de traumatismes extrêmement large. Oui, mais c'est une mutation industrielle. Ah, c'est une et révolution. pour le coup, c'est une mutation industrielle vers Accélérée. une montée en gamme accélérée. Mais ce que tu me décris, c'est quand même une montée en gamme. C'est davantage de marge. C'est des boulots plus intéressants, des ingénieurs, du design. Enfin... c'est de la possibilité d'investir, de robotiser. J'arrive pas à m'inquiéter, dans en la fait. Je distribution- comprends la mutation, j'arrive pas à m'inquiéter. Alors, s'inquiéter, peut-être ne faut-il pas s'inquiéter, mais la vitesse à laquelle le changement est imposé pose tout un tas de problèmes. Je te prends l'exemple de la mécanique. Demain, quand tu voudras faire entretenir ta voiture thermique, parce qu'il va en rester jusqu'en 2050 des voitures thermiques, hein, grosso modo. Donc il faudra bien des gens capables de te faire une révision, une réparation sur une voiture thermique. Ces gens-là, tu ne les formes plus aujourd'hui, parce que tu vas former des électromécaniciens ou des électroniciens ou des électriciens Ouais. de l'automobile. Ouais. Comment tu vas faire la maintenance de Ouais. ton parc? Tu pourras plus, il y aura plus de Il y pièces. a de la marge quand même, Eric. Non, pas tant que Il y ça. en a des garagistes, là. Oui, non, de moins en moins. Des garagistes, de moins en moins, Stéphane, de moins en moins. Des concessionnaires, des groupes de distribution consolidés, industriels, avec des tailles absolument colossales, il y en a. Des garagistes de capillarité près de là où vivent les gens, il en tombe des dizaines tous les jours. Eh ben, tu retireras. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Marc, que tu connais bien d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec ma vieille Opel Sintra, voilà, qui à un moment a plus le droit de rouler. Bon, bah. J'ai versé une larme, c'était très bien, mais à un moment, ça s'arrête, quoi. C'est plus possible. Là aussi, tu touches à quelque chose d'intéressant. On va décider un jour d'interdire à des gens Ah bah, ça a qui commencé. n'ont pas les moyens de changer de voiture. Enfin, ils repoussent la décision Oui, également. mais enfin, moi, ma Et puis, Sintra, ils ne elle n'avait l'appliquent plus le pas. droit, quoi. Non, mais ils ne l'appliquent pas. À Paris, tu as déjà vu un contrôle sur les vignettes critères. Non, mais là, elle passait plus le contrôle technique et Opel ne faisait plus les pièces pour. J'attends avec impatience le jour, encore une fois, où quelqu'un, un gouvernant quelconque, local ou national, va dire, parce que vous avez une vignette critère 2, 3, 4, 5, vous laissez votre voiture au garage ou vous l'amenez pour une destruction. Et j'attends ce jour avec impatience, parce que je crains que nous voyions revenir sur les petits ronds-points de nos campagnes, des gens habillés d'un gilet jaune. sécuritaire. Mais ça, tu peux dire, t'es pas obligé à chaque fois de faire des périphrases. Donc ça, c'est les zones faibles émissions, là. Ouais, les zones à faible émission. J'ai vu ça, c'est impressionnant. Hein. On n'a pas conscience de ce qui va se passer. C'est zone pour à quand, forte ça? exclusion. Zone à forte exclusion. C'est 2023. Alors c'est déjà le C'est cas à l'année Paris. prochaine. Je rappelle quand même qu'à Paris, tu n'as pas le droit de rouler la semaine avec une vignette critère 4 ou 5. D'accord. C'est interdit. D'accord. En 23 puis en 24, on passe à des règles qui arrivent à du critère 2. Et je rappelle que le Grand Paris qui fait toute la périphérie parisienne... Donc c'est la 86? Ouais, c'est la 86 en Ouais. gros. Dans cette sphère de la 86, de la communauté de communes qui sont réunies sous cette bannière, si tu superposes, et j'ai fait l'étude, hein, si tu superposes les vignettes critères et les revenus individuels
des foyers, il y a une absolue correspondance entre les gens qui n'ont pas d'argent et les gens qui ont des vignettes qui les excluent de Paris. Bien sûr. Et de là où ils vivent, parce qu'ils sont dans la zone. Bien sûr. Donc on va dire à ces gens-là... Tout le nord-est de Paris, quoi. Voilà, le reste pour de être Paris, clair. le nord-est, le nord-ouest, le sud-est de Paris, toutes les zones populaires, tu vas dire à ces gens, votre voiture, vous pouvez la mettre à la poubelle. Et j'aimerais vraiment savoir ce qu'on va leur proposer à ces Et ça, gens-là. c'est pour quand, ça? C'est 2023. C'est 2023, donc la décision de mise en place des ZFE, si elle est appliquée, c'est une explosion garantie. Garantie, mais je peux pas personne ne pourra en vouloir à ces gens-là. Personne. Ils ont besoin de se déplacer pour aller bosser, emmener les enfants à l'école, aller faire des courses, partir en vacances, en week-end. On va leur interdire de faire ça? Non, et puis c'est comme, alors pardon de ce rapprochement, mais vous allez comprendre, c'est comme fermer Fessenheim avant que Flamanville démarre. C'est-à-dire, si tu la décision, tu peux la justifier, mais il faut absolument que les solutions alternatives soient en place, rodées, fonctionnent. Donnons le temps au temps. C'est pas le cas, le Grand Paris est pas encore au rendez-vous, quoi. Les gens de l'automobile, en fait, ils ne luttent pas contre la nécessaire transformation et la neutralité carbone. Personne dans cette industrie à laquelle j'appartiens ne milite pour le conservatisme des mauvaises solutions. Mais tout le monde milite, parce qu'on le sait, pour se donner le temps de mettre en place les bonnes solutions. Or, Bruxelles a imposé des mauvaises solutions, ou en tout cas des solutions partiellement mauvaises, et les a imposées à marche forcée. Oui, mais il m'a semblé que les constructeurs étaient assez ambigus là-dessus. C'est-à-dire, il y en a qui disent OK, il y en a qui disent oui, on peut le faire, il y a des équipementiers qui disent oui, on peut le faire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait un front uni des constructeurs sur cette question. Alors, tu as raison, il n'y a pas de front uni parce qu'il y a des opportunités de business à prendre. Donc, je m'engage. Je vais prendre l'exemple de Stellantis. D'un côté, Stellantis et son président, infiniment performant et brillant, dit l'électrique, on développe, on va proposer des solutions. Et de l'autre côté, il dit c'est une connerie on n'y arrivera pas. Ah oui, lui, il est très clair en disant on n'y arrivera pas. Voilà. De faire du tout électrique. Donc il dit la même chose. Il dit l'électrique, oui, mais le tout électrique, c'est débile. Et le tout électrique, dans le délai qu'on nous impose, c'est suicidaire. C'est à peu près ça qu'il dit. Mais pour autant, il est obligé de suivre la loi. S'il ne fait pas de voiture électrique, qu'est-ce qu'il va vendre quand on sera dans les contraintes ZFE ou autres? Il est obligé de le faire. Donc il y a une nécessité de répondre à la frénésie des Verts à Bruxelles qui impose des changements à une vitesse qui est totalement exagérée. Là, tu vas avoir la mise en bourse de Porsche. Oui. Le vieux monde fait de la résistance quand même. Porsche qui est l'inventeur récent du carburant de synthèse le plus performant. Porsche qui vient de déposer des brevets sur un moteur V8 à hydrogène injecté. Donc Porsche qui est une boîte qui continue de travailler sur la R&D. Il coûte une fortune, non, ce moteur V8 à hydrogène injecté? Pour l'instant, oui, mais en fait, ils l'ont développé pour déposer des brevets qu'ils vont vendre à d'autres. C'est extrêmement simple. Parce que juste une insiste, parce que moi, à un moment, je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire de l'hydrogène. Globalement, alors, je vous avais raconté d'ailleurs qu'il y a un débat, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, je vais me renseigner entre Safran et Airbus, même sur l'avion à hydrogène, en fait, Safran dit non. Et la voiture, oui, des gros bus, oui, des camions, mais la voiture, non. En l'état actuel, non. Et quand je dis en l'état actuel, c'est à vision à 30 ans, quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de travailler la fameuse pile à combustible, donc le générateur d'électricité embarqué dans une voiture. On ne s'est pas donné les moyens. Non, c'est le volume d'hydrogène dont tu auras besoin. C'est ça surtout le problème. Pas tant que ça. Et avec l'énergie verte qu'on nous promet que nous allons avoir, tu peux produire avec de l'énergie verte de l'hydrogène vert. Ouais. Si tu produis de l'hydrogène vert, tu as réglé la principale principal bloquant de la mécanique hydrogène, de la pile à combustible. Encore une fois, c'est une question de volume. C'est une question de volume, mais c'est considérable. Stéphane, en fait, si je te disais l'avenir est à 100% dans la pile à combustible et dans l'hydrogène, je te dirais une connerie. De la même façon que quand on nous dit c'est le 100% électrique, c'est une connerie. Donc, composons avec des solutions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Trouvons des solutions qui sont complémentaires, hybrides, pas dans le sens énergétique de la voiture, mais dans le sens multi-solutions. Ces solutions, les unes à côté des autres, vont apporter à la planète ce dont elle a besoin. Deux choses encore. La première, tu l'as dit d'un mot, les Chinois. Je peux te dater exactement, moi, la première fois que j'ai entendu parler les Chinois à Avril, c'était il y a 20 ans. Oui. Je ne les vois toujours pas. Alors,
Je pense que tu n'as pas encore bien regardé, mais tu as 3 marques qui sont très présentes en France, MG, CRS et Airways. Très présente à quel niveau? Ça fait quelques pouillèmes de pourcents, mais ils sont là, ils ont des réseaux de distribution où ils ont construit des systèmes de commercialisation alternatifs. Les marques débarquent. Et ils vendent quoi, 3000 voitures par an? Les marques sont en train de débarquer avec des accords extrêmement importants, avec des distributeurs en particulier. Cet été, un groupe suédois qui s'appelle Bilia et un groupe suisse présent en France qui s'appelle Émile Frey. Les deux ont annoncé des signatures avec Great Wall pour importer. Donc ce sont des gros distributeurs automobiles, hein, c'est ça? Oui, Émile Frey, c'est le plus grand en Europe. Il serait numéro 1 aux États-Unis, pour te situer. Le plus gros européen serait numéro 1 aux États-Unis. C'est pas mal. Tout ça, c'est beaucoup plus petit que les pour distribuer chinois. de la voiture chinoise. 2 marques de voitures chinoises. Great Wall, ça s'appelle? Great Wall, c'est une des plus grandes marques chinoises. Un des plus gros constructeurs chinois. Et c'est des chouettes bagnoles, les Great Wall? Honnêtement, c'est pas mal. Les voitures qu'ils ont choisies, les marques, parce qu'il y a des marques dans les marques. Great Wall, c'est un groupe, c'est un peu comme Stellantis, et ils ont une gamme de marques, et ils ont décidé d'importer deux de ces marques en Europe, et les produits sont vraiment intéressants. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, et tu verras au mondial, puisque tu y seras. Je pense que l'un des sujets majeurs du mondial, ça sera la présence de Renault et l'absence de Stellantis, et ça sera les Chinois. Et tu verras aussi des distributeurs. Mais tu es d'accord avec moi, ça fait 20 ans qu'on me dit le grand thème du mondial de l'auto, ce sera les Chinois. J'ai quitté mon constructeur américain préféré en 2006. La première chose que j'ai fait pour des financiers français... C'était Ford, pour le dire vrai. Je suis parti en Chine, mandaté par des financiers français qui voulaient importer des voitures. Au bout de 3 jours, j'ai dit ramenez-moi, c'est une catastrophe. C'est la préhistoire. C'était impossible d'imaginer une voiture de ce type importée chez nous. La dernière fois que je suis allé en Chine, c'était juste avant le Covid. J'ai visité des usines, en particulier chez Geely, avec une qualité de production qui est à peu près équivalente à la nôtre. Donc on y est là. Les Chinois, rendez-vous dans 1 an sur ce plateau. Les Chinois seront sur le marché massivement. Lynk & Co, filiale de Geely. Ouais, tu m'en as parlé de ça. C'est 0,5% du marché. C'est 0,5% du marché. Et tu n'es pas sur la possession de la voiture, tu es sur la mutualisation de l'usage de la voiture. Très intéressant. Comme Emmanuel Macron avec la voiture électrique. Voilà, on a bouclé la boucle. Non, on bouclera la boucle très vite sur les réseaux de distribution, parce que en fait, ils vont pouvoir s'appuyer sur des réseaux de distribution que les constructeurs classiques sont en train de délaisser pour avoir un contact direct avec le client. C'est ça qui se joue là en ce moment. C'est super, c'est un vrai sujet. Mais rapide. Difficile à traiter rapidement, mais très très synthétiquement. Les constructeurs cherchent à changer le contrat, de façon à répartir un peu mieux la richesse entre eux et les distributeurs. Pour autant, ils ont besoin de distributeurs et ils le disent. Dans un nouvel accord ou dans un nouvel agrément de plus concessionnaires mais agents. Et il y a tout un tas de discussions sur ce sujet. Mais ils ont besoin de ces réseaux de distribution, ils ont besoin de la proximité du point de vente avec le client. Et même si tu fais du contact direct avec le client pour l'informer que ton produit existe, tu as besoin de quelqu'un pour lui mettre en main, pour la livrer, pour l'entretenir, pour tout un tas de choses, y compris la financer. Donc les réseaux vont rester. Ce qui est super intéressant au niveau des réseaux. Je reprends 2006, mon départ de chez Ford. Un constructeur français à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus, au moment où je te parle, 14. Comment ça, je comprends pas? Il y avait un constructeur en France à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2006. Un constructeur, un distributeur. Ah oui, un distributeur. À plus d'1 milliard, il y en a 14 cette année. Ça veut dire qu'ils se sont concentrés massivement. Ils se sont structurés. Et donc, dans le rapport de force, c'est plus la même chose. Le plus gros distributeur en France pèse 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça commence à peser face à des constructeurs qui, s'ils sont importateurs, sont plus petits que leurs distributeurs. Tout à fait. Parce qu'il y a des tas de constructeurs en France qui ne font pas importateurs, qui ne font pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Formide. Merci Eric. Et puis donc, rendez-vous au Salon de l'Auto. Le 16 octobre. Voilà, c'est ça. À la mi-octobre, on sera là au rendez-vous. On continue Bismart. On repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Choc obligataire. Il faut alors, le truc est toujours un tout petit peu compliqué avec l'obligataire. Autant les mouvements de marché-action, on arrive à comprendre facilement. L'obligataire, c'est plus compliqué. L'idée est que quand ça monte, en fait, ce sont des pertes massives pour l'ensemble de ceux qui étaient chargés bien sûr. En dette, et notamment en dette d'État. Voilà un peu ce qu'il faut avoir en tête, c'est le mouvement inverse, quoi. Voilà. Absolument. Et donc la montée actuelle, assez violente quand même. Violente. Il y a un mois, ce qui compte en macroéconomie, c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt long nominal moins les anticipations d'inflation sur la même maturité. On était sur le taux d'intérêt à 10 ans américain réel, on était à 0,4.
Et aujourd'hui, on est à 1,5. C'est-à-dire 100 points de base, 110 points de base en l'espace d'un mois. Et en début d'année, on était à -1. Voilà, ça donne une idée du choc. Donc 110 points de base, 1%, 1,1%. Voilà, en plus. En un mois, Ouais. ça c'est très important comme choc. C'est extrêmement important. Pour les marchés, évidemment, parce que, je ne reviens pas sur les modèles, mais la valorisation des actions est liée quand même au taux d'intérêt réel. C'est intéressant, ben non, il faut le dire. Sur l'économie, c'est très important, parce que ça veut dire que c'est un impact sur tous les emprunteurs, les entreprises, et donc c'est pas à travers le taux réel que tu vois, mais sur les spreads de crédit, c'est-à-dire les écarts de taux par rapport au taux des emprunts d'État qui montent. Notamment sur les entreprises les plus risquées, les plus sûres, et puis sur le taux, les taux d'intérêt immobilier des ménages qui sont passés à plus de 6% pour le taux mortgage 30 ans. Et donc là, actuellement, le marché immobilier américain se retourne. Brutalement. C'est-à-dire que sur les mises en chantier, il faudrait que je regarde le dernier chiffre, mais on est à peu près à 30% du point haut. Les transactions s'effondrent et les prix, si tu regardes les variations mensuelles, pas en glissement, parce qu'en glissement c'est trompeur, mais les variations mensuelles tendent vers 0. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un retournement puissant du marché immobilier. C'est d'autant plus violent que, moi je me souviens des discussions l'année dernière, personne n'attendait une telle violence. Non. L'année dernière, avant la guerre, d'abord, parce que tout ça... Oui, mais avant la guerre. Non, mais ça veut dire que tu as des institutions très solides qui sont gorgées aujourd'hui de ces emprunts obligataires. Voilà. Bien sûr. C'était la sécurité. Ceci étant, il y a aussi des gens qui attendent aussi justement le pic des taux d'intérêt long pour acheter. Il va y avoir des perspectives de rentabilité. On est, à mon avis, même avec le resserrement accentué par Jérôme Powell de la politique monétaire américaine, je pense que ça peut encore un peu monter, mais pas énormément. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Inexorablement, il va se passer une récession aux États-Unis et dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Là, tu as eu Powell et Poutine, si tu veux, les deux. Poutine, bon, c'est pas direct. Mais c'est le casse-noix pour l'économie mondiale, Powell et Poutine, c'est ça ? Ouais, alors Powell est plus puissant quand même que Poutine. Ouais. Poutine, oui, a été très puissant en février lorsqu'il a déclenché sa guerre, mais là aujourd'hui, il va accentuer un petit peu l'incertitude géopolitique, parce qu'un chantage nucléaire, ça fait un peu peur quand même. Il va empêcher le prix du pétrole de plus baisser. Il y a l'accord sur les matières premières agricoles. C'est compliqué, ils ne maîtrisent pas le prix du pétrole. Oui, mais ça, on le sait. Non, mais toute chose égale par ailleurs. Beaucoup moins que le prix du gaz. Non, mais le prix du gaz, ils maîtrisent. Le prix du pétrole, ils maîtrisent pas. Ils maîtrisent moins, mais néanmoins, toute chose égale par ailleurs, c'est une incertitude sur quand même le premier producteur de pétrole mondial. Parce que tu sais pas où tu vas en Russie, fondamentalement. Tu as une prime de risque sur le baril. Bon, c'est pas... Voilà. Mais c'est plutôt sur les incertitudes géopolitiques générales que ça agit. Et il y a Powell. Parce que Powell, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait ? Je vais aller straight to the point. Il nous dit, même s'il ne le dit pas aussi massivement, il nous dit qu'il faut que le taux de chômage remonte. Ah, mais il l'a dit ? Oui, enfin, pas exactement. Oh, oui, mais... moi, c'était spectaculaire. Il faut que des Américains perdent leur emploi. Oui, enfin, oui, d'accord. Il l'a dit. Non, vas-y, continue. Non, parce qu'il y a l'idée qu'il pourrait, le taux de participation pourrait remonter, tu vois, le taux de vacances pourrait baisser sans gros choc au niveau du taux de chômage. Ce débat, à mon avis, est assez clos à horizon 6 mois. C'est qu'il faudra une progression du taux de chômage. Alors, vers un taux de chômage structurel, celui qui n'augmente plus l'inflation salariale, plutôt vers 5 au lieu de 4. Voilà. Et la prévision de la Fed pour l'année prochaine est médiane, tu vois, ils l'ont mis à 4. Donc, explique bien. Non, tu l'as dit d'un mot, mais juste ouvrir la parenthèse. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu de chômage ? Parce que justement, à ce moment-là, il y a moins de pression salariale sur les entreprises et donc tu casses l'effet inflationniste. Et tu casses, parce que le prix à payer de l'inflation, je te l'avais dit une fois quand j'étais venu il y a quelques séances, un pic d'inflation précède toujours le pic du cycle. Ouais. Voilà. Et donc là, on a quand même plus de 8. Donc on est au-dessus des standards historiques de pic d'inflation qui précèdent le cycle. Là, je ne vois pas par quel miracle. Aux États-Unis, tu as une politique budgétaire restrictive. Il n'y a pas de bouclier tarifaire aux États-Unis. Tu n'as pas de chèque, pas cette année en tout cas. Tu as une demande mondiale qui baisse. Tu as une incertitude géopolitique forte. Tu as les conditions macro-financières qui s'effondrent parce que le taux réel qui monte, la bourse qui baisse, et puis le dollar qui monte, ça commence à peser sur le dynamisme des exportations. Voilà, tu as la confiance qui chute, puis tu as le niveau d'inflation qui est problématique. Non, mais ça, récession, et en plus, tu as une réserve fédérale qui veut provoquer la récession pour casser l'inflation, point. Elle a raison de le faire.
Oui, voilà. aujourd'hui parce que c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Alors Paul Volcker l'avait fait en 79 lorsqu'il avait décidé. Bon, c'est la fin de la récréation. Et lui, le taux d'intérêt réel, il n'était pas 1,5 là. Si je prends le taux court réel, on était monté. Le taux court réel, c'est-à-dire le taux directeur de la Fed moins l'inflation, on était monté à près de 10. Et donc entre 79 et 82, on peut considérer que l'économie américaine est non-stop en récession. Et le taux de chômage monte à 10,8 en août 82. Donc, Ce qui a amené Ronald Reagan, ce qui a fait perdre... Voilà, exactement. Mais J'en ai même oublié son nom, dis donc, du président du moment, là. Enfin bref. c'était Jimmy Carter. Jimmy Carter, voilà. Et il avait été... Bon, mais attends, parce que le temps tourne très vite et il y a beaucoup de questions. Ok, donc récession aux États-Unis, machin. En zone euro, la situation n'est pas du tout la même. Hein, on en a déjà parlé ensemble. On est encore plus en difficulté, si je puis dire. Alors, c'est pas tellement l'inflation sous-jacente. Enfin, l'inflation, elle va être plus élevée, un peu plus élevée qu'aux États-Unis, mais c'est pas à cause des pressions salariales, parce que les pressions salariales sont à quelque chose près, à moitié à peu près du rythme des pressions salariales aux États-Unis. C'est Nous, ça. Le problème, c'est le gaz, gaz, électricité. Voilà. C'est notre extrême dépendance à l'énergie extérieure, en particulier à l'énergie russe, historiquement, et plus le fait que assez paradoxalement, on me dit souvent le bouclier tarifaire, ça permet de limiter l'inflation. Oui, à court terme, parce que statistiquement, effectivement, les prix augmentent moins, mais dans une perspective un peu plus longue, à 6-12 mois, par exemple, comme tu maintiens la demande, parce que finalement, quand tu files du fric aux gens, Bien sûr. voilà, tu maintiens la demande, et donc en maintenant la demande, tu ne résous pas le déséquilibre offre-demande. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu maintiens structurellement le niveau d'inflation un peu plus élevé. Tu as des soutiens budgétaires aujourd'hui, si je prends en compte l'ensemble des pays européens, pas loin de 3 points de PIB en année pleine. Ouais. Donc c'est énorme. Il n'y a pas du tout ça aux États-Unis. Ouais. Alors en plus, l'euro, il baisse au pire moment, si je puis dire. On est à 0,96, 0,97. Alors comme on dépend beaucoup de l'énergie importée, alors forcément, tu as un effet Mais l'idée quand même, l'idée n'est pas idiote que de mettre... Alors c'est pas du tout la volonté du gouvernement quand il l'a fait d'ailleurs, hein, c'est purement politicien, mais l'idée de ce bouclier tarifaire qui enlève un peu de pression sur les entreprises, un peu de pression sur les salaires, et donc permet quand même, si tu te dis que c'est transitoire, voilà, de lisser les ajustements, si tu te dis que c'est transitoire, c'est pas mal. La zone euro était de toute façon en récession, compte tenu de l'importance du choc, en particulier du choc gazier, plus la baisse de la demande mondiale, plus... Là aussi, le resserrement des conditions financières, c'est un peu moins violent qu'aux États-Unis, mais quand même, la bourse baisse, les spreads de crédit montent, voilà, donc c'est quand même un petit peu problématique. Donc elle subit tout, et elle a, voilà, tout ce qu'elle fait, c'est un peu de soutien budgétaire pour éviter que ça baisse trop, et pour éviter que politiquement ça se passe mal aussi dans la rue, etc. Donc c'est pas illégitime non plus. Voilà. Simplement, le processus, la sanction, ça va être que au cours des prochains mois, l'inflation de la zone euro va être un peu plus élevée qu'aux États-Unis. Mais globalement, grâce à la récession et grâce à la montée du taux de chômage aux États-Unis, il va y avoir une désinflation en 2023. Voilà, c'est tout. Donc on est bien sur un moment transitoire, un sale moment à passer, année 2023, sale moment à passer, et après... L'histoire de transitoire de Powell, ça m'a toujours fait marrer, parce que historiquement, depuis 2 siècles et demi, on a des statistiques d'inflation aux États-Unis, au Royaume-Uni. Oui, tu veux dire qu'on est toujours transitoire de quelque chose, quoi. Non, mais transitoire, ça n'a jamais duré, les cycles inflationnels. Même durant les périodes de guerre, c'est 5-6 ans, quoi, tu vois. Et sur la carte, sur un graphe... Mais là, t'es pas parti pour 5-6 ans, là, l'idée. Non, là, je pense que c'est un cycle de 2 ans et demi, voilà, où tu auras une inflation, quand même, 2 ans et demi, 3 ans, où tu auras une inflation quand même supérieure à... Oui, c'est ça, donc ça fait un gros transitoire, quand même. Voilà, ça fait un gros transitoire. Mais c'est pas les années 70. D'ailleurs, les années 70, c'est un peu trompeur de dire ça. Parce que ça démarre en octobre de 73 à cause de la guerre du Kippour. Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est dommage qu'on ne puisse pas monter les graphes, parce que tous les chocs inflationnistes... Ah bah si tu me les avais envoyés, on les aurait montrés, la prochaine fois, on fera ça. On y pensera. Tous les chocs inflationnistes sont liés à des phénomènes de guerre, à cause des pénuries qu'elles génèrent. Les embargos généralisés, voilà, plus la mobilisation des gens sur l'effort militaire, non pas sur leur activité, donc tu as des pénuries dans tous les sens. Voilà. Et ce qui s'est passé en 73, c'est ça, parce qu'il y a eu l'embargo, et puis l'inflation est montée jusqu'en 74-75, on est rentré en récession, puis en 76-77, ça baisse, hein, l'inflation. Tu redescends les chiffres, je donne des chiffres approximatifs, mais c'est de l'ordre de 4,5 aux États-Unis, tu vois. Et après, manque de bol, tu as la deuxième guerre, tu as l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini et de Saddam Hussein, de sacrés numéros quand même, hein, dans leur pays, à la tête de leur pays en 79.
Et les deux pays, Iran et Irak, sont des acteurs majeurs du pétrole à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui. Et boum, deuxième choc pétrolier, et ça repart en 80, à partir d'une base à 5, tu vois, on n'était pas redescendu à 2 ou à 3, tu vois, alors donc, on repart avec l'indexation des salaires, etc. Et c'est là que Volcker dit, bon, là, on va pas recommencer le même Et truc. chez nous, Jacques Delors. Chez nous, ouais, alors nous, ça La passe- planche à voile de Jacques Delors avec 5%, on est dans la course. Je me souviens de c'était ce slogan, 82. comme si on y pouvait quelque chose. nous. Voilà, 82, 83. Ouais. Nous, c'est plus par le biais effectivement, de la politique budgétaire. Attends, juste un mot quand même, parce que tu dis donc toujours provoqué par des guerres. Pour toi, donc tu as été promoteur de cette politique de quantitative easing, etc., de déversement massif de monnaie. Hein, et c'est pas ça qui provoque l'inflation. Mais non, bien sûr que non. Mais tu as eu un déversement de monnaie qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire en 2008-2009. Et tu as vu de l'inflation. Au contraire, on n'a pas arrêté de parler de stagnation séculaire, de pression déflationniste durant toute la décennie. Oui, mais à un moment, ça s'est déclenché. À un moment, oui, il y a eu un trop-plein. Mais il y a eu deux chocs d'offres tout à fait absolument extraordinaires. Un Covid, parce que mine de rien, les chaînes d'approvisionnement... Bah, bien sûr, c'est le Covid qui avait commencé le truc. C'est la première cause. Évidemment. Et le deuxième, tu as une guerre avec deux pays belligérants qui sont des producteurs et exportateurs massifs de matières premières. Et pas seulement sur l'énergie. Tu as eu l'agriculture qui a progressé jusqu'en juin à peu près, juin-juillet. Tu as eu les engrais, tu as eu les métaux, un certain nombre de métaux industriels. C'est pas seulement un choc pétrolier. Bien sûr. C'est un choc énergétique et matières premières et qui s'est diffusé. Et d'ailleurs, ceux qui disent que c'est la monnaie, non seulement ils étudient pas le truc, mais en plus, il y a la Réserve fédérale de San Francisco qui a fait une étude très intéressante sur le fait que, après Covid et avec la guerre, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, les anticipations des ménages se sont formées. Ouais. Et comme on était avec un taux de chômage très bas, bah, tout de suite, les progressions salariales sont faites. Mais elles se sont faites sur la base des anticipations liées à des chocs d'offres tout à fait exogènes, enfin tout à fait extérieurs à la vie économique. Alors ça, c'est pas la monnaie. Voilà. Autre truc important qu'il faut expliquer, cette histoire d'anticipation. C'est-à-dire, donc, on l'a beaucoup dit, en zone euro, facteur exogène, l'inflation, facteur exogène, tu l'as bien décrit, à quoi ça sert de remonter les taux d'intérêt? Justement pour casser ces fameuses anticipations, C'est ça le problème, c'est que ceux qui me disent... c'est comme Arthur Burns, si tu veux, c'était le patron de la Fed, de la Fed américaine, dans les années 70, en 74-75, il y avait certains congressmen qui lui disaient, mais tu resserres pas assez la politique monétaire. C'est vrai que les taux d'intérêt réels étaient souvent négatifs aussi, à cette époque, au début, hein, avant Volcker. Et lui, il répondait, mais je peux rien, c'est un choc d'offre, c'est la guerre du Kippour. C'est pas ça qui va faire baisser le prix du pétrole. Voilà. Mais sauf que les anticipations, et à l'époque, on les mesurait beaucoup moins bien. Il n'y avait pas le marché des obligations indexées sur l'inflation, les marchés de swap d'inflation, les enquêtes comme celle de l'Université du Michigan étaient moins bien faites, etc. Donc on ne savait pas, tu vois. Et puis il y avait des processus, parce qu'on sortait des 30 glorieuses, enfin, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis, où il y avait l'indexation des salaires quasi automatique sur les prix. Donc personne ne s'inquiétait de l'inflation en plus. Et puis en fait, la spirale s'est installée. Et là, je trouve que la Réserve fédérale et la BCE ont eu raison de frapper fort au début, même si c'est au prix d'une récession. Parce que quand on regarde bien les anticipations de moyen terme de marché, et même maintenant des ménages à moyen terme, et même à court terme maintenant à 1 an, elles commencent à baisser. Ouais. Ce qui veut dire que ça tend, le choc des inflationnistes, le sacrifice des inflationnistes est utile dans une perspective de moyen terme, évidemment. Et donc, c'est pour ça que je soutiens plutôt, alors peut-être que, inexorablement, dans 1 an ou 2, quand on aura passé la récession, on dira « Ah bah, Powell a été trop fort ». Mais c'est toujours trop facile de le faire ex post, parce que, si tu veux, le degré de finesse de la politique monétaire, à la fois dans le discours et dans l'action, est trop compliqué, excentré. C'est ce qu'a dit Janet Yellen, d'ailleurs. J'ai trouvé ça un peu fort de café, quand même. Ça. Donc, celle qui était sa prédécesseuse, celle qui était avant, qui est maintenant au Trésor américain et qui dit non, tu tapes trop fort et tout. Alors, je sais pas, c'est peut-être un jeu entre les deux en même temps, j'en sais rien, mais enfin, j'ai trouvé ça un peu fort de café. Restons sur notre bonne vieille zone euro. Donc, ce choc obligataire, c'est un budget de la France qui part sur, alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais un taux moyen du 10 ans à 2,5% et qui est déjà hors limite. C'est-à-dire on est déjà au-dessus. Est-ce qu'on va retrouver... Les taux réels sont négatifs encore en France. Parce que l'inflation est forte. Oui, parce que l'inflation est forte. Alors, je crois que sur le taux... En plus, tu parles que du taux d'intérêt de 10 ans. Mais c'est celui qui si conduit la politique budgétaire derrière. Oui, du taux moyen. N'oublions pas, premier, ça va être, sans doute en 2024,
le premier des budgets de l'État, Oui, devant mais l'éducation nationale. Même avec la récession, les recettes fiscales vont très bien se porter parce qu'elles sont assises non pas sur la croissance réelle, mais sur la croissance, pas le PIB réel, mais sur le PIB nominal. Certes. La TVA, elle prend toute l'inflation. Certes. L'impôt sur le revenu, l'IS, enfin tout. Les cotisations sociales prennent. Alors en plus, tu as plus de participation au marché du travail sur les cotisations sociales. En donc plus, ça- oui, en tout ce à fait. moment. Oui, en ce moment. Après, tout à avec fait. le choc récessif, ça va être un peu moins sympa. Bon, mais ma question, fragmentation à nouveau ou pas refragmentation, crise de la zone euro, pas crise de la zone euro, blablabla. Il pourrait venir d'une divergence politique. Soit à la faveur d'élections, mais ça je crois pas du tout. Enfin, Giorgia Meloni, par exemple, ça je crois pas du tout que ça va en soi générer des tensions fortes sur les spreads de taux. Par contre, à l'occasion de la crise gazière, parce que bon là, ce qui va se passer au cours des 2 prochains trimestres, c'est que ça va être dur sur le gaz. Ouais. Donc les pressions inflationnistes vont être fortes, et puis la solidarité un petit peu européenne Tout à fait. va être un petit peu testée. Tout à fait. Voilà, c'est les beaux principes, mais ouais, sachant qu'on va pas avoir assez de gaz, faut quand même être clair. Hein, à moins qu'on soit complètement gouré dans notre estimation, mais Enfin, les Allemands vont pas avoir assez de gaz. Nous, on va avoir assez de gaz. Moyenne. Oui, En moyenne. mais justement, Ce qui c'est là. compte, c'est la moyenne. Oui, Alors, ce nous, qui on compte, a du bol, on si est la mieux solidarité européenne marche. Ouais, alors, Voilà. On n'oubliera pas de rappeler aux Allemands qu'ils auraient pu être un peu plus solidaires il y a une dizaine d'années à l'égard des pays d'Europe du Sud, ou de la France éventuellement. Mais bon, je crois qu'ils ont compris, l'ère Merkel, c'est terminé, elle est au placard, Merkel. Hein, voilà. Le fiasco merkelien. Recommençons pas. Laisse-la en paix. Je la laisse en paix, mais... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des tubes préférés de Jean-Pierre Petit. Voilà. Le fiasco Merkel. Miss Non, mais Europe. ce qui est bien, c'est que chez les élites européennes, on s'aperçoit de, Ah oui, là, c'est de là, l'échec. c'est très Ouais, clair. mais tu vois, il y a un an, où, quand je critiquais beaucoup Il y a 2 ans. Merkel, Il y a 2 il y a ans. 2 ans, Ouais. bah non, elle était pas mal. Bon, voilà, bah non, hein, rien du tout. En fait, on s'est aperçu qu'elle nous a plantés complètement. Parce que c'est un vrai fiasco. Non, je crois que si tu prends les 180 jours, vraiment, c'est-à-dire 1er octobre, 31 mars, là où la consommation de gaz est la plus forte, tu prends la moyenne des 5 dernières années, tu prends les températures moyennes, hein, tu prends l'augmentation sur 6 mois des importations de LNG des États-Unis, du Qatar, etc. Tu prends la baisse de consommation de gaz de 15% décidée par l'Union européenne. Tu prends les importations norvégiennes, algériennes, etc. des 6 derniers mois. Tu cales tout ça. Et tu regardes, est-ce qu'on en a assez avec les stocks, avec tout ça? Ouais. Bah, la réponse est non. Il nous en manque un peu. T'as fait le calcul? Ouais, Au cahier de l'économie, vous avez fait le calcul? Absolument. Il nous manque 25 jours à peu près, sur 180. Ah, c'est pas rien. Bah, ça veut dire que le prix augmente. Merde. Ah bah oui, Acheter des pulls. Non, mais le rationnement a déjà commencé par les boîtes. Le rationnement va se faire, si tu veux. Le rationnement public. Parce que les gens pensent coupure d'électricité. Mais non, le rationnement, il est d'abord privé. Ouais. Voilà. Et ensuite, prix. Alors, comme la. Non, mais c'est intéressant, Jean-Pierre. Le Ça veut prix dire du qu'il faut gaz. qu'on y pense tous, quoi. Ouais, parce que gaz, électricité, c'est 5,3% des prix, de l'indice des prix. Donc c'est énorme. Non, mais là, je parle pas des prix, là. Je parle du blackout. Moi, la limite, les prix, je m'en fous. Le prix, non, tu t'en fous pas, parce que de toute façon, que ce soit par les prix ou les volumes, de toute façon, il y a un ajustement récessif. Ouais, mais bon. Sauf que les prix, ils sont... Le sujet, c'est- on le voit bien, c'est que la Commission accepte l'idée que les États interviennent. Le sujet, c'est le blackout. Mais le blackout... Voilà. Mais Si tu t'en n'auras as pas pas un assez. grand blackout. Non, t'auras des blackouts délestages, partiels, ouais, voilà, c'est ça. machins, etc. Ouais. Et puis au total, alors plus fort probablement en Allemagne qu'ailleurs, et lié en Italie. Tiens, je vous en parlerai d'ailleurs. Tiens, il faut que je pense à l'amener demain. J'ai lu un roman, mais fantastiquement bien fait. Allemand, c'est les Allemands. C'est un auteur allemand qui a écrit ça. Super, alors. sur le blackout. Je t'assure que c'est dingue en fait, un vrai blackout. Tu vois, alors, en gros, dans le roman, il est provoqué par un virus informatique, mais un vrai blackout. Et en fait, on n'imagine pas quoi. Non mais on n'imagine pas comment on est dépendant de l'électricité. Ah, mais Non mais c'est phénoménal, c'est Il phénoménal. y a Refermons plus la d'- parenthèse. il y a Je vous en plus parlerai demain. Je vous l'amène demain. le bouquin. Internet, il n'y a plus d'iPhone, il n'y a plus de... Enfin, Non, mais il y a même plus, il y a plus d'eau. non, il n'y a plus d'eau. Tu vois, ça, je veux dire, oublie l'iPhone, il n'y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Et ça, parce qu'on parlait de Merkel, mais alors que dire de la stratégie française? Là, on a eu un super atout avec le nucléaire. Non mais quel désastre! Non mais tout ça pour des accords politiques. Je le dis tous les jours en ce moment, on aurait dû être le Koweït de cette Et crise. bien sûr, on était des grands winners là. Tiens, la capacité de la France à détruire ces industries majeures. Il y a 10 ans, on avait quoi? On avait l'aéronautique, le luxe, le nucléaire. Enfin, dans les industries majeures. Je parle pas le vin, bon, ok. Mais là maintenant, on a quoi? On a l'aéronautique et le luxe, c'est tout. C'est terrible, hein? 1980, la carte à puce, le TGV, Ouais, le nucléaire ouais, et l'aéronautique. Voilà. absolument. Absolument. On est les rois du monde. On a été les rois du monde. 1980. Bon, mais attends, revenons sur... Revenons sur les taux. Taux d'intérêt. Revenons sur... Non, ah oui, le dernier truc, c'est le UK quand même.
Ouais, enfin bon. Oui, ce qui pose problème au UK, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui n'a jamais fait partie de la zone euro, donc qui n'a jamais eu la... Non, mais Liz Truss, là, donc Liz Truss et son ministre des Finances, grand admirateur de Margaret Thatcher, hein, on en parlait hier, il a écrit un bouquin, Les 180 jours qui ont fait une... Elle se gourre complètement avec son plan massif de baisse d'impôts, qui est en train de déstabiliser quand même globalement la livre sterling de manière importante, là. Oui, alors avec le problème inflationniste. En plus. Alors en plus, il y a un petit. Alors là, c'est intéressant, c'est à suivre. Hein, parce que ça peut nous rappeler un peu le Royaume-Uni des années 70. C'est-à-dire que plus que le déficit budgétaire, ce qui est problématique, c'est le déficit de la balance courante. Parce que nous, il baisse notre excédent. Évidemment, il est même en léger déficit, mais on part de très haut, hein, tu vois, grâce à l'Allemagne, les Pays-Bas et tout ça. Mais eux, ils sont tout seuls et ils n'ont pas la protection allemande, entre guillemets, de l'euro. Donc tu peux te poser des questions sur la capacité de remboursement du Royaume-Uni dans son ensemble. Clairement. Pas seulement l'État, mais tu vois, les entreprises, etc. Comme les pays émergents, quand le Brésil emprunte en réal brésilien, bah, tu te poses des questions sur la solidité de la devise, mais même sur la capacité du Brésil à rembourser sa dette. La différence, c'est qu'elle est productrice d'énergie, en partie. Oui, ça a bien baissé. Hein. Oui, ça a bien baissé quand même. Mais donc, elle vend en dollars là-dessus. Ils sont déficitaires et politiquement, il y a un problème, si tu veux. L'avenir de l'Écosse, l'avenir de l'Irlande du Nord. Et alors là, il y a un problème quand même sur un risque politique. Et puis le détachement de l'Union européenne, c'est pas terminé, c'est Brexit forever. Et en plus, Liz Truss, à mon avis, ça se présente pas très bien parce que le seul mot, elle est pas populaire, elle est pas très crédible pour l'instant. Hein, elle a un taux de popularité extrêmement faible pour une nouvelle première ministre. C'est pire que Macron. Donc, je veux dire, sur quoi elle peut unifier le Parti conservateur si ce n'est sur Brexit? Thatcher. Oui, non, mais Le souvenir de Thatcher. Oui, mais souvenir de Thatcher, ça c'est bien gentil de le dire comme ça, mais il faut avoir si tu veux, le coffre. Il faut avoir le costard. Le costard de Thatcher. Et à ma connaissance de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu d'elle, ça se présente plutôt mal pour l'instant, en termes de conviction notamment, ou de capacité, ou de charisme, ou de capacité à influer. Ouais. Bon, on a fait le tour là. Oh bon, non, il y a plein d'autres sujets. Xi Jinping, le congrès du Parti communiste. Ah bah oui, il y a ça aussi. Il faudra écouter son discours, parce que ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la pression qu'ils mettent sur Poutine aussi, que Narendra Modi met sur Poutine. Mais allez, alors pour le coup ça, on en a discuté avec Laurence Daziano, avec qui je parle régulièrement de la Chine. Assez clairement, il y a Hu Jintao, donc qui était le prédécesseur de Xi Jinping. Je ne vais pas dire donne de la voix, mais enfin, il y a un certain nombre d'indices pour montrer que, oui, il aura son 3e mandat, mais qui vont chercher à l'encadrer. Voilà ce que disait Laurence, et que les choses, effectivement, sont un peu compliquées là-bas. Voilà. Zéro Covid a fait un peu de mal. Zéro Covid fait un peu de mal, et ce qu'elle explique bien, c'est toute une génération de jeunes gens complètement endoctrinés, mais qui arrivent au boulot et qui n'ont pas de boulot. Ouais. Pour eux, c'est un choc. Le taux de chômage des jeunes, voilà. on n'avait pas vu. Et le parti qui devait garantir tout ne garantit rien. C'était la grande légitimité du Parti communiste historiquement. Voilà. Les grandes réformes de Deng Xiaoping, l'augmentation du niveau de vie, les perspectives pour les jeunes, etc. Et ça, effectivement, c'est en train de s'ébranler. Alors, c'est pas dû complètement à Xi Jinping, parce que bon, non, c'est dû au ralentissement économique. $18 par habitant, tu peux pas espérer 10% de croissance. C'est plutôt ramené vers 5, voire un petit peu en dessous. Et puis il y a le vieillissement. Enfin, je veux dire, c'est pas lié à tout est pas lié à Xi Jinping. Mais c'est vrai que l'autorité de Xi Jinping, sans sondage, sans rien, nous semble un petit peu ébranlée. Voilà, c'est ça. Voilà. T'es d'accord avec ça? Et ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'ailleurs, soit dit en passant. Pour Taïwan, pour plein de choses. Bah si, parce que... Ou au contraire, je veux dire, des dirigeants autoritaires en perte de vitesse qui tentent l'aventure extérieure, on en a connu. Il se plante en 48 heures, il se plante en 1 semaine ou en 2 semaines. Il lui arrive la même chose à minima que ce qui est arrivé à Khrouchtchev en 62 quand il a tenté le coup sur les fusées. C'est-à-dire qu'il se fait sortir tout de suite. Il se fait sortir par des médiocres en plus. Brejnev, Kosygin, c'est pas des stars. Voilà. Donc, et il finit tout seul dans sa semi-dacha en 71. Tu sais combien il y a de lignes dans la Pravda? 1 ligne. Alors que c'est le successeur de Staline. Quand il meurt, Khrouchtchev, il y a une ligne dans la Pravda. Une ligne dans la Pravda. Bon, il y avait un progrès par rapport à Staline, parce qu'en général, quand tu dégageais sous Staline, c'était fini pour toi et ta famille. Ouais. Voilà. Tu disparaissais des photos. Bon, et on discute, mais le temps tourne. Merci, mon cher Jean-Pierre. On continue, Bismart. Et c'est avec Adrien Leblanc qu'on va terminer cette formidable émission. Je savais pas si j'avais fait le jeu de mots, mais tu avais un nom quand même prédestiné pour ton secteur, Adrien. Donc on doit te le dire massivement, mais ça m'avait pas, ça m'avait pas sauté.
à l'esprit. Donc, fondateur de AUM, acronyme initial pour Arrêtons l'usage unique maintenant. On va parler, donc j'ai écrit Startup industrielle parce que c'est ça qui m'intéresse, Adrien, c'est la façon dont tu construis en ce moment un outil industriel. Où tu t'appuies sur des outils industriels, mais il faut d'abord raconter ce que tu fais, donc on va le voir. Ton sujet, en fait, c'est la puissance de la vapeur. Non, clairement, ouais, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut remplacer des gobelets jetables en rendant l'acte de réutiliser aussi simple que l'acte de jeter. Donc nous, on a développé une solution qui permet de laver, sécher et désinfecter un verre en 10 secondes avec 2 centilitres d'eau et sans produits chimiques et à l'aide d'une solution de vapeur d'eau. Ouais. Parce que la vapeur d'eau est la meilleure technologie pour permettre... Les vertus de nettoyage de la vapeur d'eau sont les meilleures qui soient. Et donc, on a développé cette techno qu'on a industrialisée. On a fait 4 prototypes, 2 ans de R&D. Celui qu'on voit, là, c'est le dernier, là. C'est exactement. C'est Voilà, la version c'est ça. finale qu'on a industrialisée et commercialisée il y a 1 an maintenant. Donc, on a créé la boîte début 2019 et 4 prototypes. Et ensuite, on a industrialisé avec un modèle industriel verticalement intégré, dans le sens où on maîtrise la recherche, la conception, le développement produit, l'assemblage maintenant, la maintenance et la commercialisation. Attends. Entre les deux, il manque la fabrication. La fabrication... L'assemblage, c'est-à-dire que nous, on a designé la machine, on a testé, on l'a prototypé, on l'a éprouvé, et ensuite on source les différents composants au prix d'un réseau de fournisseurs qui se veut le plus local possible, pour minimiser aussi l'impact de la fabrication de la machine. Forcément. Et ensuite on reçoit 250 références qu'on assemble dans notre centre de production en banlieue parisienne. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Parce que dans une démarche d'optimisation produit et de fiabilité, de toujours optimiser son produit, on est convaincu qu'il faut maîtriser l'assemblage, parce que quand on remonte sur le terrain certains patterns de panne qui doivent être corrigés en R&D, ça repart en R&D, ça repart en développement produit, c'est reprototypé et c'est intégré directement dans la chaîne d'assemblage. Ça apporte une agilité qui fait qu'on va beaucoup plus vite. D'accord, mais puisqu'on parle start-up industrielle en termes financiers, ça veut dire qu'il faut mettre, pardon du terme technique, mais du CAPEX, il faut de l'investissement sur la table pour faire un outil d'assemblage. Tu peux donner un chiffre alors nous on a dépensé environ 1,8 million d'euros pour industrialiser le produit. Et ben voilà, c'est ça. C'est pas énorme si on regarde par rapport à des coûts d'acquisition dans le SaaS. Par contre, il faut les trouver, c'est 1,8 million d'euros. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Et je pense qu'on aurait payé. Non, mais ça m'intéresse. Pour faire un outil d'assemblage à peu près cohérent qui fabrique combien ? Parce que tu as 500 machines vendues, c'est ça, hein, tu en as 250 en place. Ouais, on est de 350 maintenant en place. Et tu peux en faire combien chaque année avec ton outil ? On pouvait en faire dans nos locaux à Bourg-la-Reine, on pouvait en faire environ 80 par mois. Là, on déménage dans 3 fois plus grand, où on pourra en faire autour de 200-300 par mois. Et ça vaut 2 millions d'euros, ça, de faire cet outil-là. Si le cash est bien géré, c'est-à-dire que le fait d'avoir internalisé, ça permet d'éviter de passer par des bureaux d'études qui embauchent des ingénieurs comme ceux que nous on a en interne, mais qui en plus prennent leur marge. D'accord. Donc le fait d'avoir nos propres ingénieurs qui maîtrisent le produit, qui le développent, qui itèrent, c'est presque moins cher en fait que de prendre des bureaux d'études qui vont prendre le produit de A à Z et qui vont le développer, qui vont vous dire merci, maintenant le produit il est là. Mais tout ce qui est locaux, ateliers, machines d'assemblage. Alors machines d'assemblage, on en a au final très peu parce qu'on reçoit l'ensemble des composants et après je vais pas vulgariser, mais notre produit c'est un grand meuble Ikea un peu complexe. D'accord. On prend l'ensemble des pièces, on le monte, ça passe à la qualité, c'est éprouvé, c'est cyclé et ensuite ça va chez les clients. Donc j'ai pas encore toutes des presses d'injection comme on peut avoir. Voilà, c'est à ça que je pensais. On n'a pas encore internalisé toute la partie de prendre mon châssis, avoir mes presses d'injection et de les sortir. Pour avoir ça, il faudra arriver sur des volumes beaucoup plus conséquents où on arrive dans une autre démarche de rationalisation des coûts où là, en effet, il faut atteindre certains volumes pour commencer à s'intégrer verticalement vers l'amont du développement. Et ça, c'est le stade que tu as en tête. On est à terme, ouais. Pour plus tard, voilà. Si on arrive sur des volumes conséquents, et clairement avec le choix, ça sera un choix stratégique à faire. Mais nous, on a cette volonté, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer. On a envie de développer de l'industrie, on a envie d'être une entreprise industrielle, c'est dans nos valeurs. On a la conviction qu'on peut le faire en France avec un schéma, une supply chain locale, européenne, française. On a uniquement nos composants électroniques qui viennent de Chine. Le reste, tout est européen. On a le label Origine France Garantie qui est le plus prestigieux qui soit. Et on a envie, on y croit. Pourquoi je parlais de la vapeur au début ? Parce que, donc, on l'a vu effectivement, alors, en plus, on n'a pas le temps de tout parler, mais tu insistes beaucoup sur le design, hein, et là-dessus, on est complètement en phase. C'est une belle machine pour nettoyer un verre.
tu fais pas une entreprise industrielle avec une belle machine pour nettoyer un verre. C'est-à-dire que vous avez d'autres ambitions autour de la vapeur. En fait, votre sujet, c'est quand même l'utilisation de la vapeur. Voilà. Du nettoyage. C'est-à-dire qu'on a la conviction que le nettoyage, il est resté dans l'angle mort de l'innovation. On a développé dans l'aérospace, dans la téléphonie, des choses merveilleuses. Personne s'est intéressé au nettoyage. La dernière grande innovation, il y a un peu Dyson qui a travaillé dessus, mais globalement, c'est le lave-vaisselle. Et en fait, dans la société de demain, où on va devoir réduire drastiquement les déchets et donc réutiliser, le principal frein, c'est toujours le nettoyage. Et donc, si on permet à l'utilisateur de nettoyer très rapidement son contenant, en fait, on arrive à un modèle qui est scalable au niveau de la réutilisation. Tous les modèles actuels au niveau du développement du vrac, c'est du nettoyage déporté vers des centres industriels, avec des frais logistiques qui explosent, et ce n'est pas viable, ce n'est pas scalable. Nous, notre vision, c'est de dire que le consommateur peut lui-même nettoyer son contenant très rapidement, parce que c'est ultra simple et ultra rapide. Mais tu vas pas pouvoir designer une machine pour chaque contenant. À un moment, il va falloir qu'elle... Ça va dépendre des usages. C'est-à-dire que si je me place dans la grande, dans un sujet qui nous passionne en ce moment, qu'on regarde, c'est à la fois la cosmétique, mais aussi le vrac, où là, il y a des lois qui vont rentrer en vigueur pour favoriser un maximum le vrac. Il y aura des sujets de réutilisation des contenants, où là, il y aura potentiellement du nettoyage sur place. Et donc là, il y aura une machine designée spécialement, et avec peut-être une vingtaine de contenants. Excellent. Qui vont permettre de faire ces courses. Et comment est-ce qu'on va nettoyer ces contenants ? Parce que le verre qu'on voit, là, on va peut-être le revoir d'ailleurs un coup, parce que c'est quand même extra. Tu t'es occupé du verre aussi, vous vous êtes occupé du verre aussi. Enfin, vous l'avez designé avec un fabricant de verre. On a pris le verre de Bodum qui existait. Et on l'a redesigné légèrement pour qu'il s'adapte à votre machine. Mais c'est un verre qui existe dans le commerce. Et ta réflexion sur le vrac, c'est pareil. Tu vas prendre un contenant, j'en sais rien, Pyrex, n'importe quoi. Et à ce moment-là, tu vas aussi... Mais là, on était chez Bodum la semaine dernière pour justement réfléchir à toute une gamme qui permet d'adresser le marché de la réutilisation au global. Donc le verre, notre vision, c'est de dire on va remplacer des contenants standards jetables par des contenants réutilisables standards. Donc à partir de là, pourquoi est-ce qu'on pourrait les gobelets jetables, donc c'est ce qui nous occupe actuellement, mais ils sont tous standards. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre des contenants réutilisables standards qui sont encore plus premium, parce que le verre qu'on propose, c'est un verre qui est double paroi, qui est super agréable en plus, super ultra agréable. Et donc c'est publicité par nos clients. Mais les gens partent avec, non ? Non, pas... Alors c'est marrant parce que là, c'est pas le retour de la consigne, ça va être le retour de la consigne. On en parle assez régulièrement, le retour de la consigne. Non, mais nous, on est plutôt dans des espaces fermés, donc des entreprises. Ce qu'on remarque, c'est que là, on est en train de se développer à l'international, et on voit par exemple aux Pays-Bas, au Danemark, en Scandinavie, où là, il y a une vraie rigueur au niveau de la suivi des consignes, et le verre est toujours ramené au bon endroit, il n'y a pas de problème. En France, on a environ autour de 5% de taux de perte et de casse sur l'ensemble du parc. Qui est mis à disposition des entreprises. Oui, c'est ça, parce qu'on va finir là-dessus. C'est un contrat énorme aux Pays-Bas. Alors en fait, l'enjeu, c'est qu'il y a des cadres réglementaires qui rentrent en vigueur au niveau européen. Alors les Pays-Bas sont encore une fois avant-gardistes, ils ont été sur la mobilité et ils le démontrent encore une fois sur la réduction des déchets. Interdiction de l'ensemble des gobelets jetables, cartons, tous les gobelets jetables, dès début 2024. Donc là, il y a un changement de paradigme global, culturel qui se met en place, et donc les entreprises. On commence à signer des gros contrats, donc on travaille aussi avec les facility managers qui sont en charge de la gestion des entreprises, et on a signé, en 3 mois, on a signé plus de 100 machines. Ça représente quasiment 700 000 euros. Et ça veut dire qu'il a fallu envoyer un gars aux Pays-Bas pour prospecter tout ça C'est moi qui m'en occupe. Donc je suis un peu en électron libre à ce niveau-là. Je vais régulièrement dans les pays limitrophes, et puis je structure tous ces partenariats. Ouais, mais c'est ça, mais suivre quand même la législation, la façon dont elle se... Voilà, on est très attentif à tout ça, parce que c'est clairement un levier, un relais de croissance. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de convaincre des fonds d'investissement, c'est de se dire que ce marché-là, la réutilisation, il va exploser. Tu me disais, il nous reste 1 minute 30, parcours sinueux d'une start-up industrielle. Tu as eu des freins à un moment, tu t'es dit, à un moment, tu te dis, mais bon Dieu, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, ils sont trop cons, ils veulent pas qu'on progresse. C'est pas dit qu'on n'y arriverait jamais, mais le hardware en France... c'est dur, c'est vu que c'est considéré comme dur. Mais c'est quoi ? C'est réglementairement que tu as eu un moment ? C'est au niveau de la recherche des financements. C'est-à-dire que dans l'écosystème du capital risque, nous on a eu la chance de tomber sur un fonds extraordinaire, StarQuest, qui nous accompagnait, mais dans l'écosystème du capital risque, il est majoritairement tourné vers tout ce qui est SaaS, Web3 maintenant, crypto, tout ce que vous voulez. Mais il y a très peu de fonds de VC qui savent faire du hardware et qui comprennent le hardware. Et donc, en effet, certains ont pris des déconvenus dans le hardware par le passé. Ils ont un peu peur de s'orienter là-dessus. La chance qu'on a, c'est qu'on est très impact, on n'est pas que hardware. Tout à fait. Ce qui fait qu'on arrive à avoir les deux dimensions, et on a réussi à convaincre des fonds. Arrêtez les cryptos, les gars, c'est fini, c'est bon. Non, mais il y a des choses à faire aussi dans l'industrie. Mais oui, c'est du vent. Bon, bravo Adrien. Merci beaucoup, merci Stéphane. Adrien Leblanc donc avec nous, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bismart.
Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.